Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui à l'épisode, on a vraiment un invité spécial parce qu'on va geeker out, on va analyser des chiffres, des tendances avec le rapport de l'Académie des transformations numériques et on va analyser les chiffres les plus à jour de l'étude Les Net Tendances 2024 et on va faire ça avec nul autre que Astrid Alemao qui est une spécialiste en marketing numérique. Astrid, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ben, merci à toi de venir partager avec nous en exclusivité les nouveaux chiffres, les nouveaux data. Il y a quand même quelques petites surprises dans ce rapport de recherche-là que vous dévoilez en ce milieu du mois de novembre. Astrid, on va analyser ces chiffres-là ensemble cet après-midi, mais avant ça, tu veux-tu prendre un peu de temps pour nous dire comment tu es arrivé à travailler sur ce beau rapport qui est très utile et pratique pour tous les marketeurs du Québec? Oui, absolument. Dans le fond, moi, je viens du marketing numérique traditionnel. Donc, en fait, j'ai étudié en publicité. Puis moi, ce qui m'intéressait toujours, c'était de comprendre les comportements, de comprendre pourquoi les gens agissaient de telle ou telle manière. Puis il y a 12 ans, 13 ans, quand j'étais à l'école, c'était l'émergence un petit peu des métiers du marketing numérique. Et tout de suite, ce qui m'a accroché là-dedans, c'est la quantité de données qu'on avait disponibles. Donc, je me suis dirigée vers des métiers de stratégie numérique, en commençant par des rôles plus opérationnels jusqu'à monter vers des rôles un petit peu plus stratégiques. Puis j'ai travaillé aussi beaucoup en transformation numérique, en conception de produits numériques chez Mirego notamment. Et en fait, peu à peu, je me suis vraiment rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était oui, la stratégie, mais dans la stratégie, la recherche, la partie comprendre ce qui se passe pour finalement orienter au mieux les décisions. Puis notamment la recherche utilisateur, vraiment comprendre comment les gens utilisaient les produits, ce que les gens voulaient. L'analytique aussi, j'ai enseigné aussi l'analytique beaucoup. Donc en fait, finalement, toutes ces choses-là mises ensemble font que je me suis à un moment donné j'ai décidé en fait de prendre un virage dans ma carrière pour vraiment faire que ça, que de la recherche marketing. Je pense que quand on s'était rencontrés, c'était assez drôle, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, je te disais, j'en ai marre de faire du marketing numérique, mais c'est vrai que j'avais comme l'impression, non pas d'avoir fait le tour, parce que je pense pas qu'on puisse en faire le tour, mais de souvent arriver à des situations où ben, je faisais des recommandations, puis ça se passait pas forcément comme prévu. Tu sais, cette espèce de boucle de relations consultant en marketing ou stratégie marketing. Fait que je savais que ce qui me plaisait, c'était la recherche. Fait que j'avais vraiment envie de me concentrer sur la recherche. Puis c'est ça, ça fait 2 ans que je suis spécialiste en recherche marketing à l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Et donc, une partie de ce super rôle que j'ai, c'est de m'occuper des rapports net tendance, notamment celui dont on va parler aujourd'hui, qui est actualité en ligne et réseaux sociaux. Très cool. On se comprend parce que moi aussi, je pense qu'une des choses que j'aime vraiment beaucoup du marketing, c'est de comprendre l'être humain à qui on essaie de pas juste vendre des choses. Souvent aussi, quand on est avec des OBNL ou des organisations, on veut faire passer un message, on veut sensibiliser, on veut amener un passage à l'action, mais pour ça, faut comprendre nos clientèles cibles. Puis je pense que moi aussi, mon petit cerveau quand même analytique aime ça comprendre l'être humain, puis après ça, comprendre les chiffres de l'autre bord pour nous aider à mieux comprendre encore plus l'être humain. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est ça que j'aime aussi de ces rapports statistiques-là, parce que des fois, quand on rentre dans les statistiques, ben toutes nos idées préconçues qu'on peut avoir, mais peut-être elles reposent juste sur comme des intuitions ou quoi que ce soit, mais quand on a des vrais chiffres concrets, ben c'est là que ça devient justement concret. Peux-tu nous parler comment, un peu le background, comment ça se passe pour monter un rapport comme celui-là que vous dévoilez à Oui, chaque année, rentrer un peu dans la portion geek là, de la recherche? oui. Oui, j'avais vraiment envie de parler de ça. Je suis contente que tu poses la question. Euh,
En fait, puis je pense que moi, en entrant dans ce rôle-là, c'est vraiment des choses que j'étais contente enfin, j'étais contente de comprendre comment ça se passait en dessous, fait que je vais vous faire un peu le backstory. En fait, les net tendances, faut imaginer que c'est un gros rapport, mais qu'on coupe en 10 ou en 12 rapports dans les années. C'est pour ça qu'on appelle ça des fascicules, c'est parce que c'est la portion d'un rapport, mais c'est quand même des gros rapports qu'on sort à chaque mois. Mais l'idée, c'est de se dire que sur une année complète, on va faire 12 collectes. On va faire une collecte téléphonique. Cette collecte téléphonique, elle va nous permettre d'avoir le taux, admettons, de personnes qui sont branchées à Internet chez elles ou non. Et en fait, c'est à partir de ces données-là qu'on va pouvoir finalement pondérer tout le reste. Donc, une collecte téléphonique je vais sortir des gros mots, mais qu'on va suréchantillonner dans certaines régions parce que en fin d'année, on sort des fiches régionales, on va pouvoir, admettons, dire que en Abitibi, tel pourcent des foyers sont connectés à Internet, tel pourcent des foyers ont la 5G. Tiens, pour aller sortir ces statistiques-là, on a besoin de s'assurer que pour chaque région, on a un échantillon qui est statistiquement représentatif. Donc, on va s'assurer pendant cette collecte téléphonique-là d'aller chercher assez de personnes possibles dans toutes ces régions-là pour pouvoir... Donc, ça, c'est des gros calculs. Puis c'est une méthodologie qui est quand même éprouvée. Là, le net tendance, ça a plus de 20 ans. Donc, c'est certain que les méthodologies se sont affinées, mais c'est vraiment avec cette collecte-là qui nous permet d'aller faire toutes ces pondérations-là, tous ces calculs-là. Et puis toutes les autres collectes, elles sont via le web. Donc c'est des collectes web. C'est pour ça que dans certains rapports, on va parler d'internautes parce que c'est comme dans les méthodologies, mais dans le rapport justement dont on va parler aujourd'hui, on parle souvent d'internautes parce que c'est une collecte web. Mais des fois, on remet ces données-là à l'échelle du Québec grâce à notre collecte téléphonique. Donc, on fait nos collectes comme ça et puis on en sort des rapports. Donc, en fait, ça passe par un statisticien qui, lui, va... En fait, on émet des hypothèses. En fait, déjà, une étape que j'oublie, mais c'est la préparation du questionnaire. Puis la préparation du questionnaire, c'est super important. C'est une partie du travail qui est passionnante, je trouve. C'est là, l'intuition est importante. C'est parce que, admettons, on va parler des données aujourd'hui, des nouvelles questions qu'on a posées sur les vidéos courtes. C'est sûr que déjà, il faut être à l'affût des tendances, il faut savoir ce qui se passe, il faut savoir quelles questions poser, mais des fois, l'intuition va jouer un rôle dans quelles questions on va poser, puis on va aller vérifier cette intuition-là avec le sondage qui est représentatif. Donc, admettons, une intuition qu'on avait, c'est de se dire, on a l'impression que depuis qu'il y a des vidéos courtes sur les réseaux sociaux, les gens passent peut-être plus de temps sur Instagram, TikTok, etc. Donc ça, c'est avec cette intuition-là, on pose la question, puis ensuite on va le vérifier dans les statistiques. Donc on fait ce questionnaire-là, on travaille avec des partenaires financiers parce que financer ce genre de recherche, on doit s'entourer de partenaires. Donc eux aussi nous indiquent s'il y a des choses qui les intéressent de mesurer. Puis on érige un questionnaire comme ça qu'on diffuse en anglais et en français auprès de environ 1000 personnes chaque mois. On reçoit les données, puis ensuite on fait notre rapport. Donc le statisticien, on fait des hypothèses, on se pose des questions, puis on bâtit ça un petit peu comme ça en équipe. On travaille vraiment avec une équipe à l'interne sur tout ça et c'est une belle dynamique qu'on a entre nous. On a tous nos forces, puis c'est super agréable de travailler sur les rapports net tendance. Ah, gars, j'imagine même pas parce que on dirait que là, tu m'as juste parlé du contenu vidéo vertical puis l'impact que ça peut avoir sur les habitudes de consommation. Puis on dirait que j'ai comme 12 questions en tête déjà que j'aimerais j'aimerais connaître comme l'opinion ou l'impact que ça a eu sur le public. Fait que c'est super intéressant. Puis on va adresser ces statistiques-là bientôt. Là. On va faire un petit survol ensemble. Puis moi, la question que j'avais, tu sais, je vais y aller avec la question un peu l'avocat du diable. Il y a toujours un petit taux d'erreur quand on fait ces genres de sondages-là, puis ces analyses statistiques-là. Fait que ça ressemble à quoi, tu sais, selon toi, comme le portrait qui est dressé versus, mettons, une réalité? Y a-t-il une grosse marge d'erreur ou... En fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu nommes. Premièrement, il faut être très conscient des limites de chaque méthodologie. Toutes les méthodologies ont leurs limites. Quand on fait de l'analytique, il y a des limites aussi. Donc, la fameuse attribution. La fameuse attribution, je veux dire, il y a énormément de... En fait, on peut pas faire dire des choses
que le sondage ne dit pas. C'est toujours d'être humble dans ce qu'on est capable d'aller chercher avec une méthodologie. Dans ce cas-là, c'est le sondage. Il y en a d'autres. Dans notre équipe, on fait aussi de la recherche qualitative qui va venir chercher. Chaque méthodologie a ses forces et ses faiblesses. Et dans ce cas-là, c'est être conscient des faiblesses de chaque méthode. Le sondage, ça va souvent nous donner une perception. Et dans la perception, il peut y avoir des biais. Et en travaillant avec notamment ma collègue Inès, qui elle a un doctorat en recherche marketing, très au fait de tous ces enjeux d'éthique dans les recherches, de tous les biais aussi qui peuvent être amenés par les questions et dans les réponses. On le modère et puis des fois on le nomme aussi que potentiellement il y a un biais dans telle ou telle question. Donc premièrement c'est ça, on évalue des perceptions. Donc, évidemment, des perceptions. C'est pas toujours la réalité. Puis ça, j'ai une anecdote. C'est une anecdote que mon prof m'avait donnée à l'école. J'ai jamais retrouvé la source, mais c'est parce que je trouve ça intéressant. Mais quand on compare les statistiques, quand on demande aux gens à quelle fréquence vous changez de brosse à dents, et quand on compare avec les statistiques de vente, ça matche pas. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on fait un sondage et qu'on demande aux gens à quelle fréquence vous changez de brosse à dents, ils vont peut-être surévaluer la fréquence à laquelle ils changent vraiment de brosse à dents. Puis je pense que c'est un bon exercice en fait de faire des sondages soi-même. Moi, j'en fais quand même régulièrement d'autres sondages pour avoir conscience des fois de mes propres biais, de la façon dont je peux éventuellement influencer certaines réponses. Mais c'est sûr que on en tient compte. Il y a des façons aussi de poser les questions. Il y a des questions, on sait qu'on ne peut pas les poser parce que c'est trop biaisé. Il y a une façon aussi d'ordonner les questions. Donc, toutes ces choses-là, on les connaît. Admettons, si on fait on l'a fait, un questionnaire sur l'intelligence artificielle. Si ce questionnaire-là, on l'avait commencé par une question: êtes-vous pour ou contre l'intelligence artificielle? Puis qu'ensuite, on avait développé toutes nos questions. Toutes nos questions auraient été teintées de la première réponse parce que les gens doivent être cohérents avec eux-mêmes. Donc, c'est ça. Toutes ces choses-là, on les connaît malgré tout. Les sondages, c'est un bon indicateur de comportement, d'habitude. Puis ce qui est ultra intéressant dans les sondages, c'est de faire la même chose chaque année. Donc, s'il y a des biais, puis de mesurer dans le temps, chaque année ou chaque 2 ans ou autre. Donc, si on mesure dans le temps, qu'on pose les questions de la même façon au même moment de l'année, on peut se dire que les biais vont être les mêmes et que ça va quand même nous permettre de mesurer une tendance ou une évolution. Et à ça, je rajoute évidemment la marge d'erreur statistique qu'on développe il y a toujours une page dans les rapports, vous regarderez, il y a toujours une page de méthodologie où on explique c'est quoi la marge d'erreur statistique. Donc voilà, c'est un peu les trois choses, je dirais. Donc c'est sûr que bien poser les questions, bien faire un questionnaire, ça s'apprend. C'est des choses il y a quand même des règles pour faire ça bien. Et vous le faites de manière professionnelle depuis 20 ans, comme tu dis, donc on peut faire confiance aux chiffres qu'on a devant nous. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important de le dire et de le mentionner parce que effectivement, il peut y avoir des perceptions de biais ou quoi que ce soit, donc c'est important de le nommer. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Izarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.izarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Izarta de commanditer le podcast Le Social Show.
tu le souhaites, on pourrait peut-être rapidement rentrer dans le vif du sujet parce que depuis tantôt, on parle d'idées préconçues, de billets, puis etc. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui ressort de l'analyse de cette année, c'est que ben encore une fois, Facebook demeure la plateforme numéro un au Québec. Tu sais, on entend tellement de choses sur les plateformes médias sociaux, là, plein d'idées préconçues, plein de choses qui sont complètement fausses. Puis la première, tu sais, c'est que Facebook est en train de mourir, Facebook est plus à la mode, plus personne est là-dessus, blablabla. Mais ça demeure quand même la plateforme numéro un. Peut-être l'élément qui est encore plus peut-être surprenant pour certains. Pour moi, ça l'est pas parce que j'en parle à tous les jours, mais c'est la plateforme numéro un pour les 18-34. Fait que, oui, on a l'impression que Facebook, c'est la plateforme la plus populaire pour les personnes âgées. Puis c'est pas faux parce que c'est quand même la plateforme numéro un aussi pour les 35-55 et plus. Ça reste la plateforme numéro un, tout démographique confondu. Fait que, peux-tu nous parler un peu de ces statistiques-là? Oui, ben, j'en profite pour ramener un élément puis qui va compléter ce qu'on disait avant. Les sondages, faut pas faire dire aux chiffres ce qu'ils disent pas. Nous, la question qu'on a posée, c'est quels sont les réseaux sociaux que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, la réponse qu'on obtient, c'est les réseaux sociaux que les personnes utilisent. Est-ce que on a mesuré le temps sur chaque réseau social? Non. Est-ce qu'on a... Je serais surprise si on avait mesuré vraiment le temps passé ou la fréquence d'utilisation de chaque réseau social, peut-être que ça nous donnerait autre chose. Là, ce qu'on a mesuré, c'est en gros, est-ce que vous avez un compte qui est actif? Si je le dis dans notre mot, est-ce que vous avez un compte qui est actif sur ces réseaux sociaux-là? Et oui, en effet, 70% des internautes de 18 à 34 ans ont l'habitude d'utiliser Facebook. Mais ça veut pas dire qu'ils y vont tous les jours. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus actifs sur Instagram, qui est donc à égalité à 70%, avec, 69% à égalité avec Facebook. Ça nous donne pas ça. Mais ce que ça nous donne, c'est qu'en effet, il y a quand même 70% des internautes de 18 à 34 ans qui sont sur Facebook. Ouais, Et qu'est-ce que ouais. Exactement, puis c'est ça la nuance, je pense, qui est importante à dire, c'est que Facebook n'est peut-être plus le réseau social numéro un où est-ce que les gens passent le plus de temps, mais il demeure une plateforme où est-ce que les gens sont actifs puis qui continuent de lutter. Fait que c'est là, ça, c'est ça, cette nuance-là, je pense aussi qu'il est importante que les gens comprennent, tu sais, qu'il y a différentes plateformes, puis si on ajoute toutes les statistiques qu'on a devant les yeux, ben ça donne beaucoup plus que 100%. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y a un gros overlap. Il y a 70% des 18-34 qui sont sur Facebook. Il y en a 69% qui sont sur Instagram. Ces 18-34-là, il y en a aussi 51% qui sont sur TikTok. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont sur plusieurs plateformes. Puis je pense que c'est ça le message qui est important à retenir de ces statistiques-là, entre autres. C'est 3 en moyenne, donc 3 plateformes en moyenne pour l'ensemble de la population. Chez les 18-34 ans, c'est 4 plateformes. Donc parmi toutes celles qu'on a mesurées, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, X, WhatsApp, Reddit, Discord et Twitch nouvellement aussi cette année, Thread et WeChat. D'ailleurs, combien de pourcents des internautes de 18-34 ans sont sur Discord à ton avis? Bah, t'as les chiffres devant les yeux. Mais j'ai les chiffres devant les yeux. Là, effectivement, que j'étais quand même surpris de constater qu'il y avait quand même pratiquement une personne sur 5 qui était actif sur Discord. Là. Donc, le chiffre officiel, c'est 19% des 18-34 ans qui sont sur Discord. Moi, j'ai 42, puis je suis sur Discord aussi, fait que je suis dans le petit... dans le petit 5% des gens. 5%, c'est ça. Ça, c'est quand même intéressant de voir des plateformes comme ça, beaucoup plus nichées au Québec, qui sont quand même, qui ont un bon taux d'adhésion. Puis ce que j'étais surpris quand même, c'était le Threads, tu sais, donc la popularité de Threads qui était pas plus élevée que ça. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus élevé considérant là, Twitter, mais ça a été érigé, enfin quand Thread est sorti, ils nous ont annoncé ça un petit peu comme une énorme réussite, une énorme mise en marché d'une plateforme, etc. Parce que ça venait d'Instagram, puis Instagram avait réussi à diriger une partie de sa banque d'utilisateurs vers Thread. Mais finalement, il y avait très peu de fonctionnalités. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
qui sont pas restés utilisateurs. Quand on voit les chiffres, en tout cas au Québec, c'est 3% des internautes qui sont sur Ouais, puis Threads, c'est c'est ça que très moi je peu, là. trouve toujours intéressant de voir parce que souvent, tu sais, toute l'information, l'actualité, les nouvelles, on les entend en provenance des États-Unis. Depuis quelques semaines, mois, on entend que Threads est rendu à pratiquement égalité avec Twitter aux États-Unis en termes de popularité. Donc c'est pour ça que j'étais quand même surpris là, de voir à quel point au Québec, Twitter était quand même encore beaucoup plus dominant que Threads, alors que Twitter, concrètement, ça fait des années que c'est une plateforme qui est pas très populaire au Québec en tant que telle, là. Donc, j'étais quand même surpris de ces statistiques-là. Yes. Ben ouais, tu vois, je savais pas là que Thread était supposément rendu aussi populaire que Twitter aux États-Unis. Là, j'avais Ouais, pas entendu cette statistique-là. depuis quelques semaines, mois, là, on est pratiquement au pair avec Twitter, là, selon les plus récentes statistiques. Puis, tu sais, entre autres, avec tout ce qui se passe du côté de la politique américaine, puis de Mhm. l'implication d'Elon Musk, puis Ouais. depuis le rachat, en fait, d'Elon Musk, ben, cette semaine, en tout cas, on entend vraiment parler aussi beaucoup de Blue Sky, Oui, le plateforme retour de qui Blue s'ajoutera Sky. peut-être à votre à votre sondage pour les Oui, prochaines années. on va l'ajouter. Est-ce que tu as activé ton compte Blue Sky, toi? Non. Pas encore, moi je l'ai fait cette Moi, semaine. je suis même pas une tweetos. Je suis même pas sur Twitter. J'essaye de me restreindre, notamment parce que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup de 18-34 ans, je fais un petit segue Ouais, pour excellent la suite, segway. si tu veux. Ouais, ouais, allons-y, ça c'est un stage vraiment important. Ouais, bah, 45% des internautes de 18-34 passent au moins 3 heures par jour sur les médias sociaux. Puis là, tantôt, tu disais, tu sais, des gens qui surévaluent leur consommation, leur changement de brosse à dents. Ça, ici, c'est une évaluation d'une personne humaine. Donc, ça se peut que les gens disent un peu moins aussi, hein, qui disent, ah, c'est à peu près 3 heures, mais ça se peut que ça soit plus, puis ils s'en rendent pas nécessairement compte. ouais. En fait, c'est une moyenne. En fait, nous, peut-être c'est intéressant de t'expliquer un petit peu la méthode qu'on met en Oui. place pour ça. C'est qu'en gros, on leur demande en minutes, et en heures, en moyenne, combien de temps passez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc déjà, ça demande un effort de faire une moyenne sur des jours qui se ressemblent pas forcément. Est-ce que c'est un jour de semaine? Est-ce que c'est un jour de fin de semaine, etc. Par contre, on demande la même chose à tout le monde, donc ça donne quand même une idée. Tu sais, si tu regardes la page où on compare dans le temps, mais on voit quand même que, tu sais, malgré chez les 18-34 ans, on voit une espèce d'augmentation puis de rebaisse. On reste quand même sur la moyenne. Hein, 2022, 2h50, 2023, 2h56, 2024, 2h50. Tous les ans, on tombe quand même sur les mêmes données. Donc c'est ça qui nous conforte un petit peu à se dire que la méthodologie fait du sens. Ouais. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on pose cette question-là, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux. Puis on demande aussi, est-ce que vous avez l'impression de passer trop de temps sur les réseaux sociaux? Puis là, Guillaume, le statisticien de notre équipe, il a crunch ses numbers dans son petit logiciel. Puis en fait, ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y a comme un espèce de threshold à partir duquel les gens estiment qu'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est 2h28 minutes. Donc à partir de 2h28 minutes, il y a plus de gens qui considèrent qu'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux que de gens qui ne considèrent pas qu'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Or, notre moyenne, elle est à 2h50. Donc la moyenne est plus élevée que ce threshold-là de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est super intéressant à regarder. Puis on a aussi demandé, est-ce que vous avez déjà mis en place des mesures pour modérer, en tout cas pour réduire votre temps passé sur les réseaux sociaux? Puis là, on aurait pu se rendre compte que finalement, en fait, on aurait pu avoir deux types de liens entre les données. On aurait pu se dire, finalement, les gens, il y a une association qui est négative. Donc, les gens qui ont mis en place, c'est les gens qui n'ont pas l'impression de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Mais or, c'est le contraire qu'on trouve. C'est que les gens qui ont mis en place ces mesures-là sont aussi les gens qui estiment passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'ils viennent de mettre ces mesures-là? Est-ce que c'est des mesures qui n'ont pas été efficaces? Est-ce que malgré ces mesures-là, tu sais, moi j'ai un truc là sur mon cellulaire qui me dit au bout d'1 heure, t'as passé trop de temps, tu sais, tous les jours je le buste quand même là, tu sais. Est-ce que c'est du monde comme moi qui ne tiennent pas en compte leurs propres mesures? Tu sais, là, la statistique ne nous le dit pas, mais c'est quand même intéressant
de soulever ça. Ouais, parce que ça soulève un peu le côté addictif des médias sociaux, hein. Donc, Oui, ça vient soulever ça. Fait que c'est quand même effectivement quelque chose d'intéressant. Un peu plus loin dans l'étude, on vient parler justement de la notion de l'impact là, de la vidéo courte durée de format ouais. vertical, donc les TikTok, les Reels, les YouTube Shorts sur l'impact des consommations. Puis là, encore une fois, ben, les chiffres sont quand même surprenants. Ouais, ça c'est de la toute nouvelle donnée là, c'est des Ouais. questions qu'on pose pour la première fois. Donc en gros, on a demandé aux internautes est-ce que vous regardez des tu sais tu sais la question, je vais la lire pour que ce soit plus clair. Plusieurs réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Facebook proposent des vidéos courtes au format vertical. Avez-vous l'habitude de regarder ce genre de vidéos? Puis là, on a plusieurs modalités de réponse, souvent, parfois, rarement, non. Puis si on prend tous les oui, donc oui souvent, oui parfois et oui rarement, c'est 78% des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc 92% des internautes sont sur les réseaux sociaux, donc c'est 78% de ce 92%-là regardent des vidéos courtes et c'est 86% chez les 18-34 ans. Et même, je dirais plus, il y a un 18-34 ans utilisant les réseaux sociaux sur deux qui regardent ce genre de vidéos souvent. Donc ça, c'est quand même assez révélateur, là, souvent. Ouais, c'est intéressant parce que la stats officielle de Instagram, c'est que c'est plus environ 50% du temps passé sur l'application et dans le format vidéo vertical. Mhm. Ouais, Donc, ça c'est démontre, tu sais, ça vient un peu corroborer ça. Fait que ça, c'est quand même vraiment aussi très, très, très intéressant. Puis, en lien avec ça, ben, tu nous disais qu'il y avait une autre statistique en lien avec les habitudes des consommations des vidéos courtes. oui, c'est qu'après, en fait, les personnes qui ont euh, dit avoir regardé ce genre de vidéos, on leur a demandé, et depuis que vous en regardez, avez-vous l'impression que votre temps d'écran, enfin, que votre temps passé sur les réseaux sociaux a augmenté? Et la réponse est oui pour 48% des personnes qui en regardent, donc environ la moitié. Mais si on regarde les 18-24, c'est 68%, et les 25-34, c'est 61%. Donc là, à l'intérieur, mes 18-34, je les ai coupés en deux pour que ce soit encore plus révélateur et de voir que c'est encore plus les 18-24 ans. Dans les nettes tendances, on mesure pas. On pourrait mesurer à partir de 15 ans, on mesure à partir de 18 ans, mais je serais très curieuse de voir les, les, les 15-17, là, c'est quoi la Ouais, proportion? ouais. Donc, c'est ça, c'est qu'il y a comme une... Puis ça, c'est... Bon, là, je mets ma casquette non plus de filles qui regardent des stats de sondage, mais de filles qui a travaillé justement à créer de l'engagement sur des applications mobiles. Je travaille dans l'univers de l'applicatif, donc toutes ces théories de gamification, de boucles d'engagement, tu sais, les hooked, etc. Je les connais, puis tu sais, quand je regarde une application comme ça, je les vois tous, les mécanismes. Alors ça veut pas dire qu'ils sont pas efficaces sur moi, loin de là, mais tu sais, c'est super addictif parce que tu as comme une hunt, ça veut dire que tu scrolls à l'infini. C'est Pinterest qui a comme commencé avec le scroll infini, mais tu scrolles à l'infini, puis de temps en temps, il y a des petites pépites, donc tu as toujours envie de continuer. Tout est fait pour te garder engagé, et puis les statistiques sont quand même parlants. On arrive à faire des beaux liens entre le fait de regarder ce genre de vidéos, le fait d'avoir l'impression de passer trop de temps sur les réseaux, puis le fait de même soi-même être capable de le faire le lien de ah oui, c'est vrai que depuis que je regarde ce genre de vidéos, je passe plus de temps sur les Puis, réseaux, même si finalement notre moyenne de temps passé a pas forcément augmenté, mais il est peut-être, euh, comment dire, il est peut-être dispatché différemment entre les réseaux parce que je nomme quand même que on considère que YouTube est un réseau social. Donc est-ce que c'est du temps YouTube qui est passé vers Instagram, TikTok, tout ça, Ouais, on va jaser un peu plus de manière spécifique tantôt de podcast et de YouTube, parce que moi, je suis un grand fan de YouTube, je trouve qu'on n'en parle jamais assez dans le marketing Mhm. numérique au Québec, parce que à chaque fois qu'on parle des médias sociaux, on parle pas de YouTube, là, je sais pas pourquoi, là, quand on parle avec des organisations. Ceci dit, l'autre chose que je trouve intéressant, c'est que, ben, si on se souvient, hein, le pari de Adam Mosseri, quand il a changé le fil d'actualité d'Instagram,
pour intégrer dans le fil d'actualité principal un peu plus de contenu vidéo vertical. Et tout le monde a chialé parce qu'il disait hey, Instagram, c'est une application de photos, mais il disait qu'eux autres, ils avaient le data en arrière qui démontrait que les gens préféraient le contenu vidéo, contenu photo, que ça générait plus d'engagement. Fait qu'eux autres, ils avaient clairement la réponse devant les yeux en arrière. Puis on voit que c'est très vrai ce qui est arrivé. Ça a un impact assurément sur les habitudes de consommation des gens. Le mot préféré, impliquerait... Ouais, entre préféré non, et mais addictif. c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas un organisme caritatif Instagram. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens passent plus de temps sur leur plateforme. Puis clairement, la vidéo garde les gens plus captifs. C'est ça, c'est pas les données du Net Tendance qui le disent, mais c'est une observation générale qui est confortée par certaines de nos données, mais c'est très... c'est ça prolonge l'expérience sur les plateformes. Sinon, c'est bizarre, hein, un TikTok a commencé à émerger, puis on a vu que ça marchait très très bien, puis Instagram s'est mis à faire exactement la même chose, hein, puis les autres aussi, donc Et même LinkedIn. C'est pas un hasard. Et même LinkedIn, c'est vrai. L'autre statistique, elle m'a vraiment surpris. Seulement 13% des personnes utilisant les réseaux sociaux considèrent que les publicités ciblées sont pertinentes. Ouais. Je sais pas, moi, ça m'a pas surpris, mais... ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on définit comme pertinente? Ben, c'est chaque personne qui définit pertinente comme il le veut, mais je le réexplique pour les auditeurs et auditrices, mais en gros, on a demandé aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux comment ils qualifient les publicités personnalisées qu'ils reçoivent. Donc, on avait très pertinente et utile, plutôt pertinente, neutre ou indifférente, plutôt gênante et très gênante et intrusive. Puis dans ces deux premières catégories qui sont très pertinentes et plutôt pertinentes, on a 13% et en fait, on a 1% sur très pertinente. 43% sur neutre, puis ensuite le reste sur gênante, voire intrusive. Ouais, c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant parce que quand on regarde les performances de pub Facebook avec les améliorations qu'ils ont apportées aux algorithmes de ciblage avec les audiences Advantage Plus, puis comme toute l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'automatisation des audiences publicitaires, ça fait qu'on voit des résultats encore plus intéressants qu'avant que les gens demandent à Apple de est-ce que Facebook peut suivre ton data? Fait que Facebook a réussi à trouver une méthode qui donnait d'encore meilleurs résultats pour la pub, mais la perception des gens, c'est que malgré tout, les pubs demeurent impertinentes ou plutôt intrusives et gênantes. Mais je pense que cette statistique-là de 24% des gens qui trouvent la pub très intrusive et gênante est en lien, d'après moi, avec l'autre statistique qui dit que 28% des personnes qui utilisent les médias sociaux pensent que les publicités qu'elles voient sont influencées par leur conversation dans la vie privée. Ça, c'est quelque chose que moi j'entends à toutes les fois que je donne des formations sur les médias sociaux, on me parle de cet effet-là. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Oui, bah en fait, moi je suis vraiment très intéressée à avoir ton avis là-dessus, mais je vais te donner mon genre de cue, c'est que oui, les publicités, en effet, là, quand tu es advertiser, excusez pour les anglicismes, quand tu es annonceur publicitaire, que tu fais de la publicité Facebook, tu sais, Francis, tu es un stratège marketing d'expérience, j'imagine que les campagnes de tes clients, c'est des bonnes campagnes. Mais pour toutes les bonnes campagnes, il y a combien de campagnes vraiment nulles qui performent pas, qui performent mal ou avec des creatives vraiment nuls? Tu sais, toi, tu viens du marketing, tu es un créatif. Tu sais, il y a un message qui est travaillé, mais pour une pub comme ça, il y en a combien de vraiment pas pertinentes? Ouais, vu comme ça, je comprends. Vu comme ça, c'est vrai que des fois, il y a des pubs que je vois passer puis que je comprends pas comment il y a encore de l'argent qui est mis sur cette pub-là. Mais Exact. effectivement, c'est un bon point. Mais le lien que tu fais avec cette espèce de... Puis là, je mets des gros guillemets, air quote, pour les auditeurs, auditrices qui sont dans leur voiture en ce moment. C'est
il y a un genre de paranoïa, c'est ça, c'est autour de ce mot-là que je me mets un quote, mais oui, les gens comprennent pas comment c'est possible. Et donc, s'ils comprennent pas comment c'est possible, c'est sûr qu'on les espionne. C'est un peu ça ce qu'a dit cette donnée-là, parce que après avoir posé cette question-là, on a aussi demandé, d'après vous, qu'est-ce qui influence les publicités que vous avez sur vos réseaux sociaux? Il y a quand même une bonne marge de la population qui comprend, il y a 69% qui comprend que c'est par rapport au site web qu'ils ont visité, et 54 qui comprennent que c'est par rapport au contenu avec lequel ils ont interagi. Mais en effet, on a environ 25% des gens qui vont avoir l'impression que c'est des conversations dans leur vie privée, le contenu de leur texto et leur contenu, enfin leur conversation au téléphone. Donc ça, c'est clairement un problème de compréhension. Mais c'est sûr que, on va pas se mentir qu'on vit quand même dans une époque où il y a beaucoup de... Puis c'est l'autre partie du rapport que je t'ai pas envoyé parce que je voulais qu'on se concentre là-dessus, mais une perte de confiance envers les institutions, envers tout ça. Donc, quand on n'a pas confiance en son gouvernement, quand on n'a pas confiance dans les médias, on n'a pas non plus confiance sur le fait que Facebook nous explique que ces publicités sont faites comme ça. T'sais. Ouais, on dit ça. Ouais, puis là, ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on parle de la perte de confiance envers les médias traditionnels, envers le gouvernement. Qu'en est-il du côté de la confiance envers les influenceurs, justement, envers les créateurs de contenu? Donc, est-ce qu'on leur fait un peu plus confiance à ces gens-là? Fait que ça nous permet d'adresser cette autre portion-là du rapport vers laquelle on va se diriger, que 59% des 18-34, eux autres qui suivent les médias sociaux, puis qui sont conscients, là, qui vont suivre des influenceurs puis des créateurs de contenu. Ça, c'était une des questions que j'avais pour toi. Ouais. Dans la méthodologie de l'étude, ici, on a utilisé le terme influenceur. Le terme influenceur, lui, n'aurait pas biaisé les résultats ou la perception. Mais est-ce qu'un terme comme créateur de contenu, est-ce que les gens auraient compris? Non. Donc, on n'avait pas le choix d'utiliser le terme influenceur, mais est-ce que le terme influenceur vient pas un peu comme biaiser potentiellement les résultats? Parce que là, Ouais. on dit qu'il y a à peu près 32% des personnes qui utilisent les réseaux sociaux comme suivent des influenceurs. Mais après ça, tu as une autre statistique qui, un peu plus loin, qui disait que les gens sont pas vraiment conscients qu'ils suivent des influenceurs ou pas. Hein? En fait, oui, tu as raison. Je vais le remettre dans d'autres mots, mais c'est encore une fois, nous, le sondage, c'est de la perception. Ce qu'on voulait mesurer, c'est la perception de suivre des influenceurs. En effet, qu'est-ce qu'on rentre dans cette catégorie-là? On l'a volontairement pas défini. Puis on s'est fié aussi à une autre grosse étude internationale pour pouvoir en fait classer le Québec sur l'ensemble de la population. Puis fun fact, on est vraiment plus haut là, aux États-Unis. Donc au Québec, on aurait 32% des personnes qui utilisent les réseaux sociaux qui suivent des influenceurs. Aux États-Unis, c'est 21%. Donc est-ce qu'on en suit plus ou est-ce qu'on a plus conscience de c'est quoi un influenceur? Encore une fois, là, on peut pas faire dire à la donnée ce qu'elle dit pas. On voit que c'est beaucoup plus haut chez les 18-34. Est-ce que c'est parce que eux savent ce que c'est un influenceur versus les personnes plus âgées? Et encore une fois, mais c'est pour ça que ce qu'on fait depuis cette année dans les Net Tendances, c'est qu'on va chercher des avis d'experts, notamment, mais nous, on est l'Université Laval, donc on a accès à des super profs, des super chercheurs, puis d'ailleurs, grâce à toi, parce que c'est toi qui m'as donné le contact, mais à cette statistique-là, j'avais vraiment envie d'entendre quelqu'un qui étudie ça. Et donc, on a parlé à Nathalie Lévesque, que tu vas recevoir dans ton podcast, que tu as Oui, reçu. elle sera là la semaine prochaine. On va poursuivre la conversation Ouais. avec ce qu'on Puis jase aujourd'hui. Ouais, puis c'est exactement ces points-là qu'elle a mis en lumière, elle est allée rapporter son expertise sur, mais en fait, finalement, c'est quoi un influenceur? Est-ce qu'un journaliste qui donne son avis, c'est un influenceur? C'est pas forcément perçu comme tel, etc. Donc là, typiquement, c'est un bon exemple on mesure la perception. On mesure la perception de suivre des influenceurs. Puis, en la mesurant dans le temps, mais on va voir comment ça évolue, cette perception-là. Puis si
si la statistique évolue, ça va pouvoir dire deux choses, soit que le monde suive plus d'influenceurs, soit que le monde ait plus conscience de c'est quoi un influenceur, puis rendre plus de monde dans cette catégorie-là. Mais en effet, je crois pas que le terme créateur, créatrice de contenu aurait été assez évocateur pour cette question. Puis, statistique quand même intéressante, là, 65% des gens sont d'accord avec le fait que les influenceurs agissent de manière superficielle. Ouais, cette question, on l'a posée que aux personnes qui en suivent. Donc, c'est 65% des gens qui suivent des influenceurs qui, malgré tout, trouvent que les influenceurs agissent de manière superficielle. Mais tu sais, de façon très contradictoire, ils sont 57% à trouver qu'ils sont authentiques. Donc, Ouais. C'est des superficiels authentiques. Mais ils ont de l'authenticité dans leur superficialité. C'est oui, ça mais qu'on en comprend. c'est aussi qu'il y en a des superficiels, puis il y en a des authentiques aussi. Là, c'est comme on a mis un petit peu tout le monde dans le même panier. Mais si tu vas à la slide où il y a un beau radar, là, en fait, on a demandé à tout le monde. On a demandé vraiment à tout le monde. Puis on a dans le graphique, on a séparé ceux qui suivent et ceux qui suivent pas. On leur a demandé, ok, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion vis-à-vis des influenceurs. Puis là, on a listé 5 émotions positives, 5 émotions négatives. Puis, il y a deux émotions qui vraiment dominent au niveau des personnes qui suivent des influenceurs, c'est la curiosité et l'amusement. Puis là, nos théories par rapport à ça, nos hypothèses, c'est que la curiosité, tu sais, il y a un... Comment dire, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la comparaison sociale qui fait qu'on a tendance à se comparer aux autres, à des personnes qui nous ressemblent, pour évaluer notre propre niveau de réussite, entre guillemets, puis de voir des influenceurs qui, entre guillemets, nous ressemblent parce qu'ils ont le même âge que nous, vivent dans, dans le même contexte que nous ou autre. Ça peut créer cette espèce de curiosité, puis ça peut expliquer ce chiffre-là pour la curiosité. Puis le deuxième, c'est l'amusement. Puis moi, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment une barrière beaucoup plus floue aujourd'hui entre c'est quoi un humoriste et c'est quoi un influenceur. Tu sais, les humoristes ont vraiment fait un shift vers les réseaux sociaux. Tu sais, on l'a vu en 2020, certains humoristes qui ont vraiment explosé grâce aux réseaux sociaux. Il y a des humoristes qui naissent sur les réseaux sociaux puis qui se retrouvent après à faire du stand-up. Il y a des humoristes qui sont juste sur les réseaux sociaux qui font pas de stand-up. Il y en a qui font des partenariats, il y en a qui n'en font pas. Donc, encore une fois, comment dire, la frontière, elle est très floue. Puis en fait, c'est ça qu'on essaye de montrer dans ces données-là. C'est finalement, c'est quoi un influenceur? Ouais, puis c'est vraiment intéressant parce qu'après ça, en plus de ça, tu as Arnaud Soli qui est un humoriste qui écrit du contenu numérique et qui rit des influenceurs. Fait que tu as aussi le juste milieu entre les deux côtés. Mais ouais, c'est vraiment très intéressant. Puis tu sais, la curiosité, ben ça, j'en parle souvent moi, dans la création de contenu. Comment on peut travailler notre contenu pour que ça vienne piquer la curiosité. Puis justement, les gens ont tendance à penser qu'on doit absolument être créatif ou divertissant, drôle pour créer du contenu intéressant. Mais comment, justement, tu peux jouer sur cette notion-là, de dire comment, tu sais, les gens, là, ils sont curieux, ils veulent voir le behind the scenes. Donc, ça, c'est quand même, je trouve ça vraiment intéressant que la curiosité soit sortie en premier. Ça vient vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose d'actionable là-dedans pour les gens qui nous écoutent, là, de voir comment ils peuvent s'inspirer de ça pour l'intégrer dans leur strate de contenu. Puis là, c'est la stratège qui parle, mais tu sais, TikTok, ça a un peu créé ça, cette espèce de contenu un petit peu moins travaillé, plus immédiat, plus, tu sais, je vais poster 5 vidéos dans la journée, pas travailler, pas monter. Puis tu sais, c'est vrai, là, je me suis interrompue, j'ai fait ma vidéo, j'ai continué ce que je faisais. C'est cette espèce de flux tendu d'accès aux vies de certains créateurs, créatrices de contenu. Donc, tu sais, je mets tout ça un petit peu en lien ensemble. Tu sais, quand j'essaie d'expliquer le succès de TikTok, bah, tu sais, il y a cet aspect-là de curiosité qui revient beaucoup, là. Tu sais, puis les stories sur TikTok, en fait, les stories sur Instagram, elles jouent un peu ce rôle-là. Mais finalement, les stories sur TikTok, j'ai pas l'impression que ça marche tant que ça parce que les gens le font déjà, donnent déjà accès à ce behind the scene sans avoir besoin d'avoir recours aux stories comme c'est le cas sur Instagram. Tu sais, les codes sont un petit peu différents. Puis il y a une créatrice de contenu, là, je me souviens pas son nom, mais elle utilise son fil TikTok principal
comme elle utiliserait ses stories, puis ça fonctionne vraiment bien. Là, donc, Ouais. ce qui vient renchérir un peu sur ton point. Une autre stat vraiment intéressante qui ressort, hein, on a l'impression que ça marche plus, là, travailler avec des influenceurs, mais quand même, 35% des influenceuses ont déclenché des achats chez les personnes qui les suivent. Fait que ça, c'est quand même intéressant pour les marketeurs qui n'ont pas encore testé les campagnes de collaboration avec des créateurs de contenu. Ouais, ouais, c'est intéressant de se dire ça. Par contre, ce qu'on met aussi en lumière, c'est le fait qu'il y a quand même des personnes qui ont eu des mauvaises expériences, soit via du dropshipping. Puis j'avais l'impression que ça existait plus le dropshipping, puis j'en vois encore, puis ça Ouais, moi m'agace. aussi, j'avais l'impression que ça n'existait plus, mais Maintenant, la trend, là, je fais un aparté, mais c'est on ferme boutique, on vend tout à moitié prix. J'en ai encore vu une tantôt, tout est du Temu. En tout cas. Mais c'est ça, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont eu des expériences négatives, mais je pense que c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment pas ça qu'il faut retenir, c'est vraiment le fait qu'ils ont une influence dans les achats, mais ce que Nathalie Lévesque mentionne, c'est que c'est pas juste les achats, c'est les comportements, c'est les opinions, tu sais, c'est un champ d'influence qui est beaucoup plus large que juste le porte-monnaie finalement. Oui, puis on va en parler dans l'épisode de la semaine prochaine de cette notion-là du vrai impact de l'influence. Parce que les influenceurs ont, que ce soit qu'on appelle ça un créateur de contenu, un influenceur ou une personnalité, dans tous les cas, ils ont beaucoup plus d'impact qu'on peut le croire. Puis c'est pas juste sur la consommation, c'est sur plein d'autres facteurs psychologiques et émotionnels. Fait qu'on aura la chance d'en jaser un peu plus en détail avec Nathalie Lévesque la semaine prochaine au podcast. Fait que manquez pas ça. Parlant de podcast, on s'en va dessus Oui! vers à mon tour de faire un pop segway. T'en as fait un bon tantôt! Un présentement. Puis là, moi j'adore ça parce que évidemment, le YouTube game, c'est pas facile, on va se le dire, là, pour les entreprises, pour les organisations, c'est vraiment dur. Puis un des éléments qui ralentissait, selon moi, vraiment beaucoup les gens, c'est le fait qu'on devait produire du contenu vidéo. Et là, si on est franc et transparent, pour être performant en 2024 dans la création de contenu, il faut créer du contenu vidéo. Hein? Fait que là, YouTube, il me semble qu'il devient de plus en plus pertinent, à mon avis. Puis d'ailleurs, grosse statistique, là, 3 internautes sur 10 consultent YouTube quotidiennement, à tous les jours. C'est énorme, hein? C'est C'est énorme. beaucoup, hein? Ouais. Oui, moi, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé un petit peu les mêmes questions pour le podcast et pour YouTube. Mais pour YouTube, on a rajouté une question, puis moi, je partais un peu de l'intuition. Encore une fois, on en parle de l'intuition dans le questionnaire, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs, créatrices de contenu sur YouTube qui vont se dire... en fait, qui vont se plaindre du manque d'engagement, mais pas se plaindre, ils se plaignent pas, mais ils remarquent un manque d'engagement, ils remarquent que c'est plus dur YouTube, que c'est plus difficile. Fait que j'avais vraiment envie de mesurer, puis on va revenir à la fréquence juste après, mais j'avais vraiment envie de mesurer que font les gens sur YouTube. Donc on leur a demandé dans le dernier mois, qu'est-ce que vous avez fait? Regardez une vidéo, qui est comme une action que je vais considérer comme passive, puis plein d'autres actions qui sont, elles, actives, donner un j'aime, s'abonner à un compte, etc. Puis on voit que donc, dans toutes les personnes qui utilisent YouTube, il y en a 81% qui, dans le dernier mois, ont regardé une vidéo, ce qui correspond à nos statistiques de fréquence aussi. Mais il y en a uniquement 50% qui ont fait une action, n'importe laquelle des actions que j'ai nommées, plus active. Donc, c'est sûr que moi, je m'attendais à ce que ce soit encore plus bas. J'étais quand même agréablement surprise. Mais il y a quand même une espèce de passivité sur TikTok, alors que sur YouTube, pardon, alors que j'ai l'impression que sur des réseaux sociaux qui se sont axés sur la vidéo, il y a un petit peu plus d'interaction. C'est TikTok, ça commande beaucoup. Instagram, ça like beaucoup. Moi, c'est rare que je mette un commentaire ou que je like une vidéo YouTube ou même que je m'abonne à un compte, c'est rare. Je suis abonnée à une vingtaine de comptes, puis c'est pas mal ça. Je pense que ce qui vient changer peut-être la donne, et à mon avis, à mon humble avis, c'est les chaînes YouTube populaires d'artistes et d'humoristes. C'est comme qui ont des podcasts, par exemple, comme tantôt je parlais d'Arnaud Soli qui a sa série de contenu
de faux podcasts sur YouTube, qui sont des séries de capsules vidéo humoristiques, là, en fait, là, mais qui génèrent vraiment beaucoup de commentaires. On peut constater un peu le même effet sous toutes les vidéos de podcasts, de sous-écoute, couple ouvert, etc. Beaucoup de commentaires sous ces vidéos-là en particulier. Si on regarde mettons des plus gros podcasts comme celui de Joe Rogan, ben un peu le même impact. Il y a beaucoup d'actions dans les commentaires. Donc, je pense que c'est principalement peut-être ces chaînes-là plus populaires qui génèrent le lot de commentaires et les autres chaînes où est-ce que c'est un peu plus Et tranquille. c'est drôle parce que toutes les vidéos que tu nommes, finalement, c'est des podcasts. Ouais. C'est à quel point la frontière, c'est l'expert qui a commenté cette portion-là, c'est mon ami Denis Martel. Puis c'est ça qui nomme, c'est à quel point c'est rendu flou la frontière entre un podcast et un vidéo, parce que maintenant, évidemment, on est stratégique, on veut repurpose. Tu sais, là, on enregistre un podcast ensemble, on le filme parce que ça fait 2 contenus en un. Faut le faire quand ça prend pas beaucoup plus de temps, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ça a flouté un petit peu les limites, puis les gens, c'est justement comment dire, un bémol ou un pensez-y bien qu'on nomme dans nos données, c'est on regarde les fréquences d'écoute de podcast, on regarde les fréquences d'écoute de YouTube, mais à quel point il y a des gens qui écoutent des podcasts sur YouTube qui donc, dans un contexte de sondage de perception, vont pas forcément mettre les choses à la bonne place. C'est intéressant de le constater. Là. Ben, même les créateurs de contenu, eux autres mêmes, parfois ont de la difficulté à faire la différence entre des capsules vidéo puis un podcast. Je pense entre autres au Gang Show qui, eux autres, se considèrent comme un podcast, mais en fait, c'est vraiment un spectacle qui est capté puis on fait des capsules vidéo avec ça. On est vraiment loin d'un concept de podcast. Mais effectivement, qu'il y a comme un flou pour certains, à mon avis. Entre autres, YouTube qui mise de plus en plus sur les podcasts sur leur plateforme. Hein. Donc, YouTube qui ont maintenant un onglet dédié aux podcasts. Puis, on a complètement retiré Google Play pour envoyer les fils RSS de podcasts audio vers YouTube. Fait que ça, c'est la première grosse chose. Puis là, la grosse chose qui vient de se produire hier, je pense, c'est Spotify qui viennent d'ouvrir un gros programme de créateurs axé sur la vidéo. Puis là, je savais pas, c'est intéressant. Fait que Spotify qui ouvre les valves, qui veulent investir sur les créateurs de contenu puis compétitionner YouTube pour aller rechercher, d'après moi, le contenu podcast en format vidéo. D'ailleurs, hier, j'ai uploadé mes premières vidéos, moi, en format vertical, des teasers sur Spotify. Fait qu'un peu comme des YouTube Shorts, mettons. Ouais. Que j'ai été publié sur C'est intéressant. Spotify pour faire la promotion de mon podcast. Là, il y a comme une nouvelle guerre ouverte sur les contenus de podcasts vidéo entre Spotify et YouTube. C'est qu'eux, ils ont ils ont la vraie donnée de qu'est-ce qui fonctionne, c'est quand on voit des acteurs, des géants comme ça, tous se garrocher dans la même direction, c'est un indicateur. C'est clair. Fait que, oui, si on regarde un peu nos fréquences d'écoute de podcast et nos fréquences d'écoute de vidéos, YouTube, on voit que YouTube capte beaucoup plus. On a, c'est ça, 3 internautes sur 10 qui vont regarder YouTube quotidiennement, alors que c'est seulement 8% des auditeurs de podcasts. Mais à quel point ces gens-là sur YouTube écoutent des podcasts, Ouais. On le sait pas. C'est ça qui est... ça, c'est vraiment intéressant. Puis l'autre chose aussi, c'est quelque chose qui m'a surpris dans l'étude, puis là, je l'avais pas mentionné plus tôt, mais la diminution du temps passé sur les téléconnectés, alors que justement YouTube est une plateforme que souvent les gens vont écouter en téléconnecté. Ouais, pour les réseaux sociaux, c'est ça. C'est Ouais, Donc, j'ai pas est-ce que tu vraiment penses que dans cette d'explication. question-là, les gens pensaient à YouTube dans la question sur quelle plateforme consommez-vous? Mais elle est posée juste après. La question sur les réseaux sociaux, donc normalement oui. Mais tu sais, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la continuité. On a 10%, 10%, 14%, 9%. Tu sais, on se rappelle, il y a quand même un 3%. Tu sais, c'est pas une baisse qui est significative tant que ça. C'est pas, on met pas l'accent dessus, puis on cherche pas à l'interpréter absolument parce que ça reste dans une marge d'erreur statistique
acceptable. Donc, je n'ai pas vraiment plus d'explications à te donner pour ça, mais je ne crois pas qu'il y ait une diminution drastique en réalité. Par contre, ordinateur, oui, là, il y a vraiment une grosse ordinateur, diminution. vraiment. Ouais. Puis une augmentation, en fait, ce qu'on voit, là, c'est que les personnes utilisent plus les réseaux sociaux sur leur téléphone intelligent qu'avant, alors qu'avant, l'ordinateur avait une plus grosse place. Là, on a moins 20 points de pourcentage Ça, est-ce que tu penses d'utilisation que ça peut d'ordinateur. avoir un lien avec la vidéo verticale? Oui, bah, je pense que oui. C'est une de mes hypothèses. Ouais. Moi, quand j'ai vu cette stat-là, c'est tout de suite à ce que j'ai pensé parce que, ouais, essaye de regarder des Reels sur desktop, là, c'est vraiment pas. Ouais, mettons que Le UX, c'est vraiment pas incroyable, là. le facteur addictif, il va pas marcher pareil. Non, vraiment pas. Ouais. C'est peut-être ça le secret pour pas être accro à ses réseaux sociaux, c'est d'utiliser son ordinateur ou sa montre. Non, c'est une Ou blague, pire, mais aller sur un iPad. mon Dieu, oui, un iPad. Enfin, en tout cas, on voit que ça baisse aussi les tablettes. Puis, l'autre question que j'avais, donc, au niveau des podcasts, sans trop de surprise, c'est vraiment encore en voiture, là, l'endroit de prédilection pour consommer le podcast lors de moments de détente, puis en effectuant des tâches domestiques. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de comprendre par rapport à... Oui, il y a beaucoup de compétition du côté des podcasts, il y a beaucoup de gens qui ont des podcasts, mais c'est tellement un médium qui est intéressant parce qu'on rejoint les gens tellement dans un autre mindset, dans un autre espace, avec un niveau d'attention complètement différent. Tu sais. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant à faire ressortir de ces statistiques-là. Ouais, c'est la première fois qu'on me posait cette question-là. Moi, ça m'intéressait vraiment de le savoir. Moi, je suis une auditrice de podcasts en voiture. J'ai mes podcasts pour les longs trajets, j'ai mes podcasts pour les plus petits trajets, j'ai mes podcasts pour quand je vais à Québec. Tu sais, c'est comme... J'adore le fait qu'il y ait plusieurs formats, qu'il y ait plusieurs sujets aussi. Tu sais, est-ce que je veux m'écouter un podcast d'humour? Est-ce que je veux m'écouter un podcast de développement personnel? Est-ce que je veux m'écouter une série de true crime en 8 épisodes pour faire un Québec-Toronto? Tu sais, ça va vraiment définir, mais dans tous les cas, c'est l'attention. Je pense que tu le nommes bien. C'est vraiment ça la clé de voûte, c'est que le podcast va rejoindre, d'après nos données, si ça le confirme, des auditeurs auditrices dans des moments d'attention qui vont être propices à une connexion émotionnelle, puis c'est ce que nomme Denis Martel aussi. Là. Donc ça, c'est intéressant pour les marques qui investissent dans des podcasts. C'est intéressant pour les gens à participer à des podcasts, à en créer, et puis je pense que ça explique en partie l'engouement sur ce format ces dernières années. Tu sais, on fait des blagues. Aujourd'hui, il y a plus de podcasts au Québec que d'habitants au Québec. Là. Tu sais, je pense qu'il y a deux choses. Il y a aussi le fait que je vais mettre des gros air quotes encore une fois, mais c'est facile de créer un podcast. En fait, c'est facile de starter un podcast. Puis dès qu'on veut se professionnaliser, ça devient plus difficile, mais c'est facile de faire une preuve de concept de podcast. Puis là, j'ai en tête les deux petits boys de genre 13 ans, j'ai vu passer, là, qui font un podcast puis qui essaient d'expliquer c'est quoi le métaverse, puis qui parlent de quand ils vont à la ronde, là, en tout cas. Tu sais, on voit à quel point c'est facile de créer un podcast. Des petits gars comme ça le font, là. Oui, c'est sûr que c'est accessible, mais après ça, c'est ça. C'est beaucoup de travail si on veut que ça fonctionne, puis ça génère des résultats. Ben encore une fois. Puis il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent avant. Je pense que c'est 7 épisodes, hein, le threshold. C'est beaucoup de podcasts qui vont être créés. Les gens ont plein de bonnes intentions. Ils démarrent leur podcast. Ils font ça un petit peu low budget. Puis à un moment donné, ça s'arrête. Ouais. Puis, mais je confirme que c'est beaucoup de travail pour en avoir un depuis maintenant 2018. Ouais, puis hebdomadaire. Ouais. Mais j'ai quand même des pauses. Astrid, est-ce qu'il y avait des statistiques que tu aurais aimé qu'on regarde, qu'on n'a pas regardé? Je pense qu'on a fait pas mal un bon tour très exhaustif là, de l'étude.
Ouais, on a fait le tour de ce qui était très intéressant pour ces sections-là. Je nomme aux personnes qui nous écoutent qu'il y a une autre portion dans le rapport qui va plus aborder la confiance envers les médias, en fait l'écoute de médias d'actualité, la confiance envers les médias, puis une nouveauté aussi, c'est qu'on a essayé d'évaluer la pensée critique des Québécois et des Québécoises, donc basée sur des méthodologies scientifiques. Donc je trouvais que c'était une bonne façon d'inviter tes auditeurs, auditrices à télécharger le rapport pour le regarder. C'est un beau rapport. En tout cas, nous, on en est bien fiers. Ben, en tout cas, c'est vraiment pratique d'avoir accès à ces données-là. Donc, merci à vous de mettre autant de travail là-dedans. Je dois avouer que effectivement, là, vous avez un bon instinct. Il y a des très bonnes questions qui sont posées là-dedans qui sont très pratiques pour aligner les gens qui créent du marketing numérique. Donc, merci pour ça. Astrid, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter avant qu'on se laisse? Et non, écoute, je suis vraiment contente d'avoir partagé ces données-là, puis partager un petit peu le behind the scene aussi, là, pour les curieux, curieuses qui nous écoutent. Bah, moi, je suis vraiment une geek de tout ça, donc j'espère que ça aura comment dire, intéressé des gens. Puis je pense que peut-être une des choses que j'aimerais rajouter, c'est que c'est quand même un métier qui est accessible, qui est pas... voilà, moi, je suis arrivée là un petit peu... par hasard, avec un bagage qui tout fait du sens dans mon bagage pour l'endroit où je suis aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres, comment dire, il y a plein d'autres chemins à prendre pour faire ce genre de recherche aussi. Tu sais, je pense que ça prend de la curiosité, une certaine rigueur, puis une connaissance ou un intérêt en tout cas dans les sujets qu'on va traiter. Donc, tu sais, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce métier, enfin, tu sais, c'est des conversations que je suis toujours intéressée à avoir. Donc, les gens peuvent me contacter sur LinkedIn s'ils ont des questions, ça me fera plaisir. Excellent. Puis on va mettre assurément les liens dans les notes de l'épisode en lien avec les rapports et ton profil LinkedIn. Fait qu'Astrid, merci vraiment beaucoup d'être venu partager les chiffres avec nous. Merci à toi pour l'invitation. C'était un très bon moment. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. J'espère que tu as appris plein de choses. Si oui, n'hésite pas à partager avec un ami ou un collègue qui est dans l'industrie de la création de contenu, des médias sociaux, des coms, du marketing. Et un merci particulier à Isarta, toute la belle équipe de Isarta qui propulse le podcast, mais avec qui aussi j'offre plein de formations. Tu vas en savoir plus sur toutes les formations que j'offre en lien avec les médias sociaux, la création de contenu, la publicité en ligne. N'hésite pas à aller visiter le site web d'isarta.ca. Une autre chose qui pourrait t'aider, c'est de découvrir toutes les manières que je peux t'accompagner. Donc, j'offre l'accompagnement personnalisé, du coaching, des consultations éclairs et finalement, je t'invite à visiter mon site web pour en savoir un peu plus sur la machine à contenu, qui est un outil que j'ai développé pour t'aider avec ta création de contenu de manière stratégique, planifiée, structurée. Dans la machine à contenu, tu as une boîte à idées, tu as une section pour t'inspirer, tu as une section pour planifier ton calendrier de contenu, des listes de best practices pour chacun des formats de contenu. Va voir la machine à contenu sur mon site web francisjeté.ca. Je ne retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup, puis on se dit au prochain épisode. Ciao!